autorisation bonsoir à toutes et à tous. Je suis Xavier Noël, responsable du pôle culture scientifique et technique du CNAM Pays de la Loire. Il y a deux de mes collègues du pôle CST, comme on dit, qui sont là. Il y a Mathieu Gestin et puis Patrice Landré. Voilà, donc bienvenue pour cette conférence. Beaucoup d'entre vous étaient là il y a exactement une semaine. Enfin, nous étions dans une autre salle, ce qu'on appelle le foyer O, au lieu unique. Donc juste après, donc une semaine après la conférence débat qui nous a donné à accueillir Pierre Kay sur les questions de gouvernance, citoyenneté et développement durable. Alors ce soir, on traite un autre sujet, toujours dans l'axe la citoyenneté à l'heure de l'Anthropocène. Et donc, on a comme sujet ce soir une rétrotech énergétique pour repenser le modèle de l'innovation. Alors, il y a un point d'interrogation. Est-ce que ça permet de repenser le modèle de l'innovation? Donc, c'est bien une question, puisque à l'heure où notre planète traverse une crise énergétique sans précédent, et donc qui n'est évidemment pas finie, quelles sont les bonnes solutions? C'est la question posée. Et donc, il y a une hypothèse, c'est que peut-être certaines idées d'hier, qui étaient brillantes, ont pu être délaissées. Et donc, est-ce que ces idées qui ont été laissées sur le côté seraient de nature à éclairer le présent ou le futur? Voilà, donc ça veut dire qu'il y a des leçons du passé qui peuvent nous inciter aujourd'hui, par rapport à certains choix ou certaines visions ou certains récits, à rester humbles. Et donc, c'est aussi la question de la nouveauté technologique qui est posée. Qu'est-ce que c'est que l'innovation? Comment l'innovation se connecte ou pas à des préoccupations sociales, à des décisions politiques, etc. Donc, c'est évidemment un sujet qui est très riche. Et donc, on traite là les notions de progrès dans ces relations avec l'innovation et quel est le sens de l'innovation. Alors, pour traiter ce sujet qui va être riche en découvertes, donc on va avoir beaucoup de visuels, d'exemples. Donc ça va être tout à fait attractif, réjouissant même, je pense, à certains moments. Nous accueillons Sylvain Roche, donc, qui est ingénieur de projet dans la chaire Transition énergétique à Bordeaux, qu'on appelle énergétique territoriale, qu'on appelle TRENT. Donc c'est Sciences Po Bordeaux, également et enseignant-chercheur au centre Émile Durkheim. Donc, ce centre, en fait, fait des démarches coopératives, comparatives plutôt, en sciences politiques et en sociologie. Donc, l'idée, c'est d'avoir plusieurs terrains d'observation, d'expérimentation, d'études, pour avoir des résultats plus solides, avec des mises en perspective différentes. Et puis, vous êtes également membre du comité scientifique régional sur le changement climatique à Climatera. Voilà. Et donc, c'est une sorte, alors je ne sais pas si on peut dire, c'est une sorte de GIEC régional. C'est ça. Donc, il y a également un GIEC régional en Pays de la Loire. Et puis, donc, Cédric Carle, vous êtes designer, chercheur, fondateur et directeur de l'Atelier 21. Alors, l'Atelier 21, c'est un atelier citoyen qui lutte pour faire, alors j'aime bien la façon dont vous avez abordé les choses, alors qui lutte pour, entre parenthèses, faire avancer la transition énergétique. Voilà, le faire avancer est entre parenthèses. Et donc, vous y faites certainement de la médiation scientifique et technique, ce qui est un peu notre métier au CNAM, puisque vous dites, alors je vous cite, l'énergie est un problème invisible et complexe. On ne la voit pas. On ne sait pas d'où elle vient, je crois, c'est ça, ni où elle a été produite, et encore moins quels sont ses impacts. Ce qu'on cherche à l'Atelier 21, c'est de la rendre visible et compréhensible pour tous. Voilà. Puis vous êtes aussi à l'initiative du programme de recherche participatif paléo-énergétique, donc il va en être question ce soir, vous allez présenter ce programme, donc qui permet de compiler des visions rétrospectives sur notre histoire énergétique. Donc c'est au cœur du sujet de ce soir. Et donc qui a donné lieu à un ouvrage qui s'appelle Rétrofutur, dont je vous recommande chaudement la lecture, extrêmement bien illustrée. Et pareil, il y a des choses qui suscitent vraiment la curiosité. Voilà, alors donc l'intervention que vous allez faire va être suivie d'un temps d'échange, donc on va avoir un temps de débat, donc on a deux tiers de présentation et un tiers de débat, comme nous faisons habituellement. Voilà, donc n'hésitez pas à fourbir vos questions au fil de la présentation. Donc je ferai circuler un micro. Alors comme je vous le disais l'autre fois, je tiendrai le micro pour des questions sanitaires.
Et puis, je remercie le lieu unique pour son accueil, donc Elie Comins, son directeur, et puis Isabelle Schmidt, qui est chargée de la programmation des débats de société, et puis l'équipe technique. Alors, ce soir, nous faisons une captation vidéo, puisque, en fait, nous avions des interrogations sur, finalement, d'abord, le sujet, bien sûr, mérite une captation vidéo, puisqu'il y aura beaucoup d'images. Et puis ensuite, bien sûr, il y avait l'incertitude quant à la fréquentation. Donc, on met en place des dispositifs alternatifs. Et puis, également, je remercie la région, le conseil régional, qui soutient notre projet de cycle de conférences. Voilà, écoutez, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci, bonsoir. Bonsoir. Effectivement, nous allons vous présenter un petit peu les travaux que nous réalisons, moi en tant qu'enseignant-chercheur à Sciences Po et Cédric en tant que responsable du laboratoire paléo-énergétique. Alors peut-être pour commencer, moi je vais avoir une vision un peu contextuelle sur le pourquoi du comment est venue cette idée de paléo-énergétique et de travailler sur les résurgences technologiques. Alors peut-être pour commencer, comme vous pouvez le voir, je vous ai mis 3 définitions que j'ai pu récupérer dans des rapports institutionnels de la transition énergétique, donc de l'ADEME, de l'électricité de France et de l'association Négawatt. Et ce qui ressort de ces définitions, c'est que la transition énergétique, finalement, c'est un concept polymorphe dans le sens où chaque acteur y voit des concepts, des enjeux et des objectifs. Si on prend par exemple la définition de l'ADEME de 2018, si vous la lisez, la définition, vous pouvez voir quand même que la transition énergétique, c'est avant tout le développement des énergies renouvelables. Donc c'est la transition énergétique, la décarbonation passe par le développement des énergies renouvelables et notamment à l'époque, l'ADEME menait des réflexions sur la possibilité de tendre, d'aller vers un 100% ENR. EDF a une vision différente qui s'est accentuée depuis l'accord de Paris de 2015, où finalement la transition énergétique, ça renvoie plutôt à la transition bas carbone. Donc c'est d'aller vers des technologies bas carbone, donc les énergies renouvelables, mais aussi l'énergie électronucléaire. Si on prend la définition de l'association Négawatt, alors là on est finalement assez différent, on s'éloigne de concepts technologiques et on se rapproche de concepts et de définitions beaucoup plus sociopolitiques, beaucoup plus citoyennes, où l'association Négawatt voit dans la transition énergétique surtout le passage d'un réseau technique centralisé vers un réseau technique décentralisé, et notamment par une réappropriation citoyenne des moyens de production. Donc, ce qui ressort finalement de ça, c'est qu'on se posait la question avec, oui, si tu peux changer, avec Cédric et les autres membres de Paléo Énergétique, à savoir si la perspective non linéaire du progrès technologique, si c'était encore la clé pour viser le développement durable. Et donc, on a réfléchi sur cette slide et on a mis en avant 4 enjeux, 4 problématiques finalement que notre société ultra-technicienne est confrontée. Donc la première, qui finalement que les discours promotionnels, les discours légitimateurs survalorisent la rupture au détriment de l'incrémental. Effectivement, si vous regardez les discours politiques, les discours des grands groupes, on voit quand même que le concept d'innovation de rupture est très présent. Ne parlons pas de révolution technologique, qui est très présent dans les discours promotionnels. C'est tout nouveau, c'est tout beau. C'est ça. L'idéologie du big is beautiful au détriment du smart, avec, comme je vous le disais, la prédominance des grands systèmes techniques qui sont finalement hérités des 2 révolutions industrielles. On le retrouve bien évidemment dans les réseaux autour des mobilités, autour des télécommunications, mais aussi dans l'énergie.
surtout en France, où l'énergie est pas chère et finalement rendue invisible. Les centrales nucléaires elles sont quand même d'une certaine façon cachées. Nous n'avons plus d'usines de charbon, pas de plateforme pétrolière offshore. Donc finalement, l'énergie est rendue invisible et on ne réfléchit pas comment on la produit et à ses externalités négatives qu'elle peut avoir. Deuxième raison, des processus d'innovation sclérosés, sclérosants et déresponsabilisants. Alors là, je me raccroche notamment aux ouvrages et aux discours de Navid Redjou, qui est un économiste, sociologue indien qui a beaucoup travaillé sur ces questions d'innovation frugale. Et effectivement, il regrette, Navid, que dans les pays occidentaux, dans le modèle technique occidental, le rétrofitage soit mal vu et finalement assez peu démocratisé, et que les effets rebonds sont finalement sous-estimés. Je ne sais pas si vous avez pu lire l'un des derniers rapports du Shift Project, qui mettait en avant finalement la limite de la théorie de Jeremy Rifkin. Alors, je ne sais pas si Jeremy Rifkin vous parle, mais dans la théorie de Jeremy Rifkin, qui est celle de la troisième révolution industrielle, la transition numérique, les smart grids, doit nous amener vers une société beaucoup plus sobre énergétiquement, beaucoup plus économe, sauf que les premiers retours qu'on a actuellement sur le numérique, et notamment sur la 4e génération et la 5e génération, montrent qu'au contraire, le numérique est de plus en plus énergivore, et les projections d'ici 2030-2050 sont assez dramatiques. Donc voilà, et finalement ce qui en découle, c'est que l'école a de toute évidence privilégié le modèle de la raison analytique à celui de la raison créative. Donc là, Navid regrette que dans notre société occidentale, on ne mette pas plus en avant de nouvelles formes d'économie. Donc on en a retenu 3. L'économie du partage, qui est celle d'échanger sans intermédiaire. L'économie circulaire, qui est un processus qui vise à recycler les ressources. Et enfin, l'économie des makers, donc c'est finalement ce que va traiter Cédric, qui est celle de consommer ce qu'on fabrique. Si tu peux... Attendez, hop. Donc, deuxième contexte qui est important pour finalement repenser notre modèle d'innovation, c'est celle du techno-optimisme technologique dans lequel nous sommes aujourd'hui confrontés, dans lequel nous vivons finalement depuis la première révolution industrielle, qui est celui du modèle cornucopienne de l'innovation technologique. Donc finalement, le changement climatique va être résolu par l'innovation technologique. Et finalement, c'est un phénomène qui n'est pas uniquement spécifique à l'économie numérique et aux GAFA américains, où effectivement, on entend beaucoup parler les grands entrepreneurs du numérique californien, comme quoi la technologie va nous sauver du changement climatique, va pouvoir récupérer de nouvelles sources valorisables sur les astéroïdes, on va pouvoir aller sur d'autres planètes. Enfin bref, c'est pas uniquement focalisé sur l'économie du numérique, mais aussi très présent dans le secteur de l'énergie. Alors là, je vous ai mis quelques exemples qui finalement montrent que toutes les filières techniques sont touchées par ces promesses technologiques, par ce phénomène d'innovation salvatrice. Donc bien évidemment l'hydrogène, qui connaît une nouvelle hype depuis la crise sanitaire, et qui est désormais vraiment au top de la hype, à la fois dans les projets nationaux, mais aussi dans le cadre du Green Deal européen. La fusion nucléaire, alors là, c'est un vieux mythe technicien qui date d'Enrico Fermi durant la guerre, et qui nous promet finalement l'énergie éternelle et pas chère d'ici 2080-2100. Et même les énergies qui pourraient finalement paraître plus soft, plus légères, comme les énergies renouvelables, sont aussi marqués par ce modèle de la fée électricité de l'or noir. Donc l'innovation, quelle qu'elle soit, s'inscrit dans des cycles de hype avec des attentes et des promesses volontairement exagérées pour attirer les financements à la fois publics et privés.
Voilà, donc effectivement, j'ai souhaité vous mettre aussi ces autres exemples, notamment l'exemple britannique avec Boris Johnson qui promettait l'année dernière de faire du Royaume-Uni la nouvelle Arabie Saoudite des énergies renouvelables. Et ce qui me semble assez intéressant dans cet exemple, c'est de voir comment les pétromonarchies sont toujours finalement le modèle de référence de réussite, comment l'imaginaire d'abondance basé sur les imaginaires pétroliers opère un mimétisme sur le modèle des énergies renouvelables, qui est celle le modèle d'une énergie pas chère et très abondante, et aussi comment la promesse du tout électrique, la transition bas carbone, se voit aussi comme un réenchantement du mythe originel de la félectricité. Alors la félectricité, c'est un mythe qui faisait rêver la société, les ingénieurs au début du XXe siècle. C'est ce qui a fait finalement le début de la publicité de Paris, par exemple. Paris, ville lumière, découle de cette société de la félectricité. Et aujourd'hui, dans une société de bas carbone, de transition bas carbone, les industriels, mais même aussi les acteurs publics, essaient de réenchanter ce mythe de la félectricité via les grid tech, que ce soit l'éolien en mer, que ce soit des technologies beaucoup plus émergentes, mais aussi l'hydrogène. Mais néanmoins, il y a 2 rapports qui sont sortis ces dernières semaines, donc le rapport RTE, mais aussi et surtout le rapport de l'ADEME 2050, qui montre que la lutte du changement climatique ne peut pas être uniquement vue sous un angle technologique, mais aussi surtout vue à travers l'angle sociopolitique, sachant en plus que la lutte du changement climatique, ce n'est pas uniquement la lutte contre le carbone, mais c'est aussi répondre à des problèmes de biodiversité que peuvent potentiellement poser ces nouvelles technologies. Donc voilà, l'éolien flottant, l'hydrogène, nouveau Graal des équipementiers automobiles, ces notions de Graal, de promesses sont très présentes depuis finalement le début de la technologie, mais ont connu une vive accélération depuis le Grenelle de l'environnement. Et voilà, donc ne jamais oublier que toutes ces technologies s'inscrivent dans des discours légitimistes construits autour de promesses. Et souvent, la question du changement climatique, elle est résumée à l'énergie. Bien évidemment. Et de manière encore plus injuste, même à l'électricité, en fait. Alors que la moitié de nos impacts, c'est nos modes de consommation. Donc on ne peut pas juste réfléchir à la lumière et l'électricité. C'est juste pas possible. Mais il y a une attention ultra mobilisatrice en fait, sur cette question-là uniquement, malheureusement. Oui, et effectivement, surtout qu'en plus, la transition énergétique est de plus en plus confrontée à des questions de la biodiversité. Moi, je le vois dans ma région où actuellement... 2 grands projets sont dans le débat public, que ce soit le projet de méga centrale photovoltaïque au Riseo. Peut-être on a entendu parler, mais actuellement, des porteurs de projets souhaitent développer une méga centrale du côté de Socas d'1 gigawatt qui serait la plus grande ferme photovoltaïque d'Europe. Et effectivement, ces problématiques énergétiques se confrontent aussi à des problématiques de biodiversité, parce que ça vise quand même la centrale vise à être réalisée sur une forêt. Donc, ça pose des questions philosophiques. Est-ce qu'une forêt de pins est une forêt ? Enfin, c'est des questions philosophiquement qui sont très intéressantes. Et on suit aussi le projet de parc éolien marin au large de La Rochelle, du côté d'Oléron. Et effectivement, la question de est-ce que ces parcs ont des impacts sur le milieu marin, doit-on prioriser l'enjeu de biodiversité ou l'enjeu énergétique, se pose continuellement actuellement auprès des acteurs publics. Donc finalement, ce qui nous revient à poser 2 questions. Le toute innovation rend-elle justice à l'idée de progrès technique ? Alors là, je me bats à cette citation que j'ai un peu reformulée, je l'emprunte à Étienne Klein, où il a été récemment interrogé sur finalement son regard, sa position sur l'état actuel de la société. Et il mettait en avant qu'il regrettait qu'aujourd'hui, la question de progrès technique, de progrès humain,
ait été remplacé par l'innovation. Donc voilà, je me suis permis de reprendre ces dires. Et enfin, le modèle high-tech occidental est-il légitime partout ? Le modèle occidental de la révolution technologique, de l'innovation de rupture, a-t-il un sens à être la norme partout ? Donc là, bon, effectivement, c'est l'image d'un petit village en Afrique, un petit village qui n'est pas relié à des grands systèmes techniques, hein, donc via des stratégies de leapfrogging, finalement, le développement des systèmes low-tech n'aurait peut-être plus de sens à développer sur ces territoires, mais je pense aussi aux territoires insulaires, les territoires insulaires où effectivement des procédés, des concepts de low-tech ont tout leur sens à être développés, du fait que ces territoires n'ont pas de dépendance aux sentiers comme la France, hein, sur des grands réseaux techniques existants, et aussi parce que la demande d'énergie est beaucoup moindre. Oui. Alors, là, on vous a proposé un petit peu, finalement, notre regard, hein, de l'innovation énergétique en vous proposant un modèle, un outil, en n'osant pas dire une grille de lecture. Donc dans ma thèse, moi, je parle de la crise systémique des 3 E, finalement une crise systémique enfin, pour moi, dans ma thèse, je la fais commencer réellement en 2007-2008, après la crise des subprimes, mais finalement, en regardant, me plongeant dans la littérature, je pense que cette crise, elle commence dès les années 70, avec la crise pétrolière. En tout cas, la crise systémique des 3 E, c'est la conjonction de 3 crises, la crise environnementale, la crise économique et la crise énergétique. Et ce modèle, finalement, de crise systémique nous oblige à repenser le modèle classique de l'innovation énergétique autour de, finalement, 3 enjeux. Donc, la planification, planifier les enjeux pour éviter autant que possible les controverses et les conflits d'usage, la relocalisation, finalement phénomène qui peut-être va être accentué avec la crise sanitaire, et enfin la décarbonation qui est devenue la norme et qui s'est accentuée depuis 20 ans, depuis les accords de Kyoto. Donc ça, c'est les enjeux à y répondre, et pour cela, on a 3 outils qui doivent viser à une approche systémique de l'innovation pour arriver à une technologie juste. Donc la territoire tech, alors la territoire tech, c'est finalement une innovation qui doit s'inscrire dans une approche territorialisée de l'innovation, en s'appuyant sur les ressources locales valorisables et durables. Donc par exemple les ressources naturelles, là où il y a du vent, là où il y a du soleil, il y a de sens à développer les énergies renouvelables, par exemple. La démostech, alors la démostech, c'est s'inscrire dans une approche citoyenne et démocratique, notamment en essayant d'arriver à l'appropriation par les citoyens de ces technologies. Donc tout un travail aussi de médiation socio-technique qui est nécessaire. La rétrotech, on va y revenir, mais la rétrotech, on va dire de façon assez simple, c'est inscrire l'innovation dans une approche de sobriété heureuse rétroprospective. On va y revenir. Et pourquoi, voilà, et ce modèle a aussi 2 objectifs qui sont très importants pour moi et Cédric. C'est sortir de la caricature sobriété égale à retour à la bougie, qui malheureusement est souvent, on entend souvent ça à la fois dans des salons industriels. Égale low-tech. Dans les salons industriels, mais aussi dans des colloques scientifiques. Et aussi sortir de la concurrence high-tech et low-tech, sachant que nous... C'est très important. Ouais. Voilà, sachant que nous, encore une fois, on n'est pas 100% low-tech, on estime qu'il faut les deux, mais tout dépend encore une fois sur les territoires dans lesquels on doit penser l'innovation. En tout cas, on pense que la low-tech, c'est hyper intéressant, c'est un mouvement très marketé qui est vraiment super. En plus, il y a le mot tech dedans, donc tout le monde aime bien. Mais ça arrive en défaut de la high-tech, et nous, ce qu'on dit, et c'est pour ça qu'on a créé cet article que je vous invite à aller voir sur The Conversation, qu'on a écrit à 3 mains avec Loïc Regard et Sylvain Roche, où on s'est dit il faut réinventer une sémantique de la technologie, et on ne peut pas rester sur low-tech et high-tech, parce que sinon on va finir par se battre dans la rue, ça va être super. Je ne vais pas aller jusqu'à la 5G et les Amish, mais on peut en arriver là dans une démocratie. En fait, il faut pas polariser les choses, parce que sinon, ça ne marche pas. Et du coup, on s'est dit, on réinvente des mots, territoire tech. Donc, territoire tech, ça peut utiliser de la technologie, ça peut utiliser les capteurs, ça peut utiliser les ordinateurs, la puissance des portables pour partager
mettre en contact des producteurs locaux avec de la demande locale. Il y a même des collectivités du coup, qui utilisent ces technologies, y compris pendant la crise Covid, parce qu'il n'y a pas que les entreprises de la Silicon Valley qui peuvent utiliser ces outils. On maîtrise très bien en France le digital, etc. Et on peut faire des applications de transport, d'éducation, de partage des richesses et des ressources locales. Et donc, on pense qu'il faut réinventer la démostech, donc c'est la technologie appropriable. Donc, il y a plein de lieux d'apprentissage aussi, de tutoriels sur la technologie. Il faut qu'on se l'approprie. Et là, en fait, il y a un grand potentiel de réappropriation de la technologie. C'est-à-dire on ouvre les boîtes et on essaie de comprendre ce qu'il y a dedans. Ça, c'est super important. Et donc voilà, et la rétrotech, effectivement, c'est la recherche d'antériorité, en fait, finalement. On va y revenir. Mais voilà, c'est important. Nous, on anime aussi des ateliers sur un truc qui s'appelle Dicotech, voilà, le dictionnaire de la technologie. On fait parler les gens, parce qu'il y a plein de nouveaux mots, civic tech, tout ça, fintech, et puis chaque 15 jours, il y a un nouveau truc tech. Mais du coup, je pense qu'il faut en parler ensemble. Et aujourd'hui, il y a un mot qui apparaît qui s'appelle la juste technologie aussi, où on trouve le bon curseur entre tout ça et on prend le meilleur dans tout de manière mesurée. Oui, juste pour vous dire que l'intérêt aussi, intérêt important des collectivités territoriales, sachant que ces travaux, ces outils, nous, on a eu l'opportunité de le présenter à la présidence de la région de l'Aquitaine l'année dernière, durant une réunion. Donc il y a aussi un intérêt très fort des collectivités, mais aussi même l'ADEME. Enfin, tu pourras y revenir tout à l'heure. Donc voilà. Donc pour poursuivre, donc là on va rentrer finalement plus dans l'histoire des technosciences, dans l'histoire des techniques. Moi j'irai, voilà, sur cette slide je vais être assez bref, mais juste pour vous indiquer, effectivement en ce moment il y a beaucoup de réflexions qui se posent la question sur finalement que retenir du passé pour construire le futur durable. Sachant qu'en ce moment, et notamment dans la littérature anglo-saxonne, depuis les années 70-80, le jeunisme technologique, ce que Yves Gingras appelle l'innovlang, donc c'est un Disneyland un petit peu appliqué à l'innovation. L'innovation est devenue finalement un parc d'attractions et de plus en plus critiqué. Et les historiens, les économistes de l'innovation se rendent compte que ça a des incidences aussi sur notre façon d'imaginer la transition écologique. Donc je vous ai mis deux exemples assez intéressants qui sont issus de la littérature britannique. Donc bien évidemment The Shock of the Whole de David Edgerton, qui est professeur à Londres, qui a sorti en 2006 un ouvrage de référence sur cette question. C'est un ouvrage, encore une fois, de référence qui a été traduit en français. Donc voilà, c'est un ouvrage, vraiment si vous vous intéressez à cette question de résurgence technologique, que je vous invite à lire. Et un article de presse qui avait été énormément repris par les réseaux sociaux et par la communauté des makers et des low-tech à l'époque. C'est l'article du Financial Times du 24 juillet 2020, où il se pose la question vraiment de manière très cartésienne et très cohérente, si finalement nos sociétés ne dépensaient pas trop d'argent à réinventer la roue. Donc voilà, c'est vraiment ces deux articles, enfin un article que je vous invite à lire et un ouvrage que je vous invite à récupérer dans les bibliothèques ou pourquoi pas acheter dans une belle bibliothèque de librairie de Nantes. Et juste pour vous indiquer aussi, il faut faire attention les discours qui nous font penser qu'on vit la période la plus innovante de l'histoire. Alors ça, ils aiment bien ça, les promoteurs de la Silicon Valley. Mais il faut savoir, dans l'histoire, il y a eu des périodes tout aussi innovantes, voire beaucoup plus. Si je reprends l'exemple de la Renaissance ou surtout de la Belle Époque, si on compare ce qui se faisait à l'époque aujourd'hui, on se rend compte que finalement, eux, ils faisaient de l'innovation de rupture et nous, on faisait de l'innovation incrémentale. Nous, on fait surtout de l'innovation incrémentale. Donc, pour poursuivre un petit peu dans les concepts... Non, j'ai pas...
J'ai pas fait ça, Cédric. Juste voilà, une citation que j'aime bien d'une dame qui est peu connue dans l'historiographie, dans la culture populaire. C'est la citation de Rose Bertin. Il n'y a de nouveau que ce qui est oublié. Et Rose Bertin, comment dire, c'était la designer de Marie-Antoinette et marchande de mode au XVIIIe siècle. Donc elle est souvent, on la présente souvent comme la personne qui a inauguré l'ère des créatrices de mode en France. Donc finalement la hype, c'est la hype bien avant finalement la diffusion de ce modèle avec les grands magasins et finalement la consommation de masse qui apparaît en France à la fin du XIXe siècle. Et elle se posait la question déjà à l'époque, comment créer la nouveauté ? Et Rose Bertin explique finalement la nouveauté, se replonger dans le passé, c'est notamment de voir comment s'habillaient les personnes dans l'Antiquité. Donc voilà, je me suis permis de reprendre cette situation parce qu'elle est totalement applicable. Je peux ajouter aussi, pour rebondir, un ouvrage qu'on a retrouvé grâce à Éric Dussert, qui travaille avec la BNF et qui travaille avec nous sur le projet, qui s'appelle Le Vieux Neuf, qui est sorti fin 19e, sauf erreur. Début 20e, et qui montre très bien en fait à quel point en fait on a repris à un moment donné des savoirs qui étaient juste un peu oubliés, et avec des gens qui reposent des brevets dessus, qui vont aussi chercher sur les autres continents des recettes pour ne pas dormir, des recettes pour étanchéifier des matériaux, des recettes pour faire des cols, etc. Plein de recettes médicinales aussi, et qui vont importer ce savoir en disant ah mais regardez voilà, et donc en fait on est dans une sorte de recyclage comme ça des savoirs, et souvent on présente ça comme du neuf, mais finalement c'est un peu de l'incrémental, ouais, plutôt. Donc, tout à fait. Juste deux références bibliographiques aussi qui finalement qui appuient cette thèse de finalement on réinvente la roue. Et il y a que ce qui est nouveau, c'est surtout dans la manière qu'on a dans les discours de présenter la technologie et l'innovation. Donc, c'est l'ouvrage de Giacomi et Basala, donc une histoire des techniques et The Evolution of Technology, qui montre bien que l'histoire des techniques, c'est avant tout une histoire cumulative et de filiation. Chaque technologie et chaque innovation s'inscrit dans une généalogie. Et donc, nous, finalement, le travail qu'on fait avec Cédric, avec les autres historiens des sciences et techniques et les économistes de l'innovation, c'est de descendre des branches jusqu'aux racines afin de remonter les trajectoires technologiques et les artefacts, afin de finalement voir, donc là, finalement, à travers deux outils, finalement, une double démarche. Donc, une démarche rétroprospective qui vise à questionner le futur à travers la loupe finalement du passé, à travers le prisme historique du temps long. Donc rétrospective, donc c'est à la fois faire de la prospective et de la prospective. La prospective, donc effectivement c'est la loupe du passé, comment le passé nous éclaire, doit éclairer notre avenir. Et l'autre démarche, une démarche d'optimisation du patrimoine technologique existant. Donc là c'est vraiment l'alliance de l'historien et de l'économiste, parce que c'est à la fois de l'inavométrie, mais aussi un travail d'archives assez important. Donc, inventorier, donc là, on se plonge dans des bases de données existantes de l'INPI, notamment, on voit quels sont les brevets existants. La BNF, tout ça, vos greniers. Vos greniers. Vos disques durs, vos archives, parce que c'est important, tout le monde a un petit morceau de mémoire collective. Des archives publiques, les archives privées, les archives d'entreprises, des syndicats. Les vieux libraires, tout ça, eux, c'est vraiment des gens qui ont beaucoup de ressources. Donc là, c'est tout un travail finalement citoyen même que chacun doit faire et peut faire. Évaluer, donc là, on se rapproche d'ingénieurs, d'experts, de spécialistes, et on essaie d'évaluer la qualité du brevet, donc qui n'est pas forcément toujours évident, notamment dans des secteurs de pointe. On n'a pas forcément les compétences adéquates pour juger si le brevet est de bonne qualité ou non. En tout cas, pour juger vite. Des fois, ça demande une petite expertise, justement, pour évaluer. Donc là, c'est tout un travail, effectivement, sur évaluer la qualité de l'innovation. Et enfin, actualiser. Donc là, on menait des réflexions sur comment on peut améliorer, finalement, cet ancien brevet. Et à titre d'exemple, il y a deux leviers, on va dire ça comme ça. Un premier levier, travailler sur les nouveaux matériaux, notamment. Il y a quand même beaucoup d'améliorations sur les matériaux. Ils sont beaucoup plus souples, ils sont beaucoup moins lourds et beaucoup plus résistants.
Donc, comment on peut utiliser ces nouveaux matériaux. Et le deuxième levier, c'est bien évidemment la transition numérique, c'est les outils numériques, et voir comment aussi le numérique peut améliorer la qualité du brevet, les rendre plus performants. Et c'est voilà, moi je m'intéresse bien évidemment sur l'énergie, et je sais qu'en ce moment il y a des concepts, des ingénieurs, des historiens qui réfléchissent à comment améliorer, à optimiser les petits barrages hydrauliques de fleuves. Parce on parle souvent de quand on pense à hydraulique, on pense tout de suite aux grands barrages de montagne, dans les Pyrénées, dans les Alpes. Mais il faut savoir que nos fleuves, nos cours d'eau sont maillés de petites hydrauliques. Donc les ingénieurs, même les grands groupes, l'Engie, l'EDF, tout ça, qui sont responsables de ces ouvrages, de ces infrastructures, mènent des réflexions pour voir comment le numérique peut aussi améliorer ces technologies afin de gagner quelques kilowattheures, mégawattheures par-ci, par-là, parce que dans la transition énergétique, vraiment, l'objectif, c'est de récupérer voilà, par-ci par-là quelques kilowattheures, si possible décarbonés, afin de répondre aux objectifs climatiques qui sont assez colossaux. Ouais. Et du coup, c'est comment poser une brique technologique sur des idées anciennes qui peut permettre justement de débloquer des rendements, des performances, etc. Et je rebondis sur inventorier, évaluer, actualiser. En fait, sur le site Paléo-énergétique, on a une rubrique qui s'appelle Mission. Parce que l'idée, c'est de travailler avec l'intelligence collective. Et donc, il y a des missions de recherche dans les archives. Donc, on publie des missions sur les questions d'hydrogène, sur des fois des ouvrages de science-fiction, sur les photos que Zola aurait prises dans des expositions universelles pour voir qui l'avait fréquenté à certaines périodes. Évaluer, c'est-à-dire qu'on propose aussi à des personnes retraitées des entreprises gazières électriques françaises de nous rejoindre et puis de mettre leur expertise et leur immense savoir au service de la transition énergétique, ou en tout cas d'une expertise un peu citoyenne sur des brevets comme ça, et sur des fois des choses un peu difficiles à comprendre. Les écoles aussi, bien sûr, on bosse avec énormément d'écoles, d'étudiants, voilà. Et puis actualiser, c'est justement des fois quand il y a des bonnes idées, c'est d'en faire quelque chose aujourd'hui. Et on verra tout à l'heure notamment des exemples. Juste pour continuer, effectivement, nous on mène avec Cédric, on essaie de faire rentrer finalement cette problématique, cet enjeu dans l'agenda médiatique, voire même politico-médiatique, parce que bon, tu as pu présenter récemment, il me semble, ton livre à Emmanuel Macron à la COP26. Non, c'était à l'Élysée. Ah, c'était à l'Élysée, hein, monsieur. Non, mais effectivement, donc on travaille, on essaie de rédiger des articles, des tribunes. Donc on en a mis 3, donc une dans Ouest France, une dans l'Obs et une dans Le Monde, pour vraiment aussi que les gens savent que ce travail existe, qu'ils peuvent nous rejoindre, qu'ils ont aussi un travail à faire chez eux. Hein. Encore une fois, c'est-à-dire qu'il disait chacun potentiellement des archives intéressantes pour nous. Ouais. Et puis, comme on disait tout à l'heure, dans la définition de l'atelier 21, lutter pour faire avancer, c'est aussi finalement faire du plaidoyer, faire du lobbying, essayer de faire passer les idées et faire monter en compétence collectivement cette expertise sur les énergies, parce que sinon, comment faire les bons choix finalement si on fait des choix sans connaître ce qui s'est passé, sans connaître les échecs, sans connaître les limites de certaines technologies, techniques, certaines énergies renouvelables, eh bien on risque de faire des mauvais choix et des mauvais investissements. Et vu le temps qui nous reste en fait pour prendre des bonnes décisions et l'argent qui nous reste pour prendre des bonnes décisions, en fait, il faut non seulement aller vite, mais investir au bon endroit, parce que demain ou après-demain ou dans 10 ans, on aura peut-être trop de dégâts de changement climatique à réparer chaque année, ce qui fait qu'on ne pourra plus mettre de l'argent dans d'autres dispositifs. Et c'est ce que j'ai entendu à la COP26 de gens du monde entier qui disaient nous, on ne peut plus se développer parce que, en fait, tous les 2 ans, on se fait tellement défoncer nos infrastructures qu'on paye les infrastructures tellement cher et qu'à chaque fois, on reconstruit tous les 2 ans. Donc, comment est-ce qu'on peut planifier, faire de la transition, faire de la résilience quand on n'a plus de sous pour investir? Mais ça commence à être compliqué. Et donc, ça, j'ai eu plusieurs témoignages en off à chaque fois de gens qui disaient nous on est là et on aimerait bien qu'on ait des financements pour nous aider à faire face à tous les sous qu'on dépense pour faire face au clash climatique, parce que c'est un peu ça qui se passe quand même, et de plus en plus, et ça va accélérer malheureusement. En tout cas, c'est ce qui semble se passer.
Alors là, je vous ai mis 5 technos, effectivement, qui posent cette question des résurgences technologiques, qui surtout posent la question du degré de nouveauté, notamment d'une innovation énergétique. On va commencer par exemple, cet après-midi, j'ai eu la chance d'être avec Jean Zanutini, qui est le PDG de Neoline, qui est une entreprise qui est située juste derrière, qui vise à relancer les cargos à voile, et finalement qui est une technologie très ancienne, parce que bon, à l'époque moderne et finalement jusqu'au début de la prédominance de l'énergie pas chère du pétrole, des grands paquebots de marchandises transportaient les denrées, le charbon, les céréales entre la France et notamment les États-Unis par des cargos à voile. Donc le retour de la propulsion éolienne, le retour de l'énergie des vents est très présent dans les mobilités. Et il faut savoir, Jean Zanutini, il m'expliquait que son idée était venue de 2 autres bateaux qui peut paraître surprenant, qui est le Belém. Je ne sais pas, moment vous devez connaître le Belém. Et le France 2. Alors le France 2, j'ai pu comprendre que c'était finalement un paquebot à voile d'une dimension similaire qui avait été pensé dans les années 1920. Et lorsqu'ils se sont penchés finalement sur ces travaux, sur ces dessins, sur ces projets, ils ont eu une idée de vraiment, dans un contexte de transition énergétique, de repenser le bateau à voile, du fait notamment des améliorations qui ont lieu actuellement autour de la météorologie. Parce que comme on a énormément gagné en termes de données techniques, de données météorologiques, les bateaux sont capables de suivre la courbe des vents. Et le problème qui se posait avec les cargos à voile, ce n'était pas tant la lenteur, mais c'était surtout la ponctualité. Et maintenant, les données sont tellement précises qu'un bateau qui part, par exemple, de Saint-Nazaire et qui doit décharger à Québec ou à New York, du fait de l'amélioration technique des outils météorologiques, le bateau arrivera à l'heure. Et ce qui compte finalement pour un industriel, pour un commercial, c'est d'arriver à l'heure. Donc il y a des projets de voile, il y a des projets de kite aussi. Il y a R6 ici, il y a le navigateur Yves Parlier qui travaille sur des kites, le kitesurf du côté du bassin d'Arcachon dans ma région. Donc c'est une technologie, une filière qui est en pleine émergence. Et probablement, on l'espère que dans les prochaines années, dans les prochaines décennies, on verra des grands bateaux à voile circuler au large de nos côtes. Ça sera... et après, il y a plein de petits acteurs qui commencent à faire transiter du vin, du chocolat, du café entre les continents avec la voile. Mais Neoline réfléchissait notamment à transporter le vin de Bordeaux. Donc, et finalement, c'est intéressant de voir que les premières matières qui vont être transportées, ce sont des matières finalement qui étaient transportées à l'époque moderne, que sont le café, le café et le vin, les bouteilles de vin, qui sont finalement pas très périssables et qui donc ne sont pas assujettis à ces problèmes de vitesse que peuvent avoir des denrées périssables. Le deuxième exemple, c'est Flying Whales. Alors Flying Whales, c'est une entreprise installée en Gironde qui compte construire à partir de 2024 des aéronefs. Donc c'est le retour du dirigeable qui vise à transporter des charges lourdes et volumineuses, notamment du transport en bois. Donc en termes de grandeur, c'est un projet de 200 mètres de longueur qui marchera à l'hélium. Et c'est très intéressant de voir que finalement, cette filière technique, cette mobilité qu'on pensait totalement éteinte dans les années 40, avec notamment le drame du dirigeable Édimbourg, finalement renaît de ses cendres dans un contexte de transition énergétique. C'est comme si finalement la transition énergétique, la transition écologique donnait une seconde vie à des technologies qu'on pensait éteintes. Parce que toutes ces technologies, elles étaient finalement éteintes ou en semi-coma dans les années 80-90.
Et c'est à partir du gros de l'environnement, puis à l'accélération des ambitions climatiques, hein, des ambitions bas carbone, qu'elles ont connu une seconde vie et surtout qu'elles ont pu obtenir des financements publics et l'intérêt de grands industriels et de grandes entreprises françaises, mais aussi internationales. Donc voilà différents autres exemples de manière assez rapide qui nous posent cette question de rapport à la vitesse, hein, ce processus de décélération des mobilités. Donc bien évidemment le bus à hydrogène, mais on va y revenir plus en détail tout à l'heure. La voiture électrique. La voiture électrique, c'est vraiment une histoire cyclique de l'innovation, hein, sachant qu'il existait déjà des voitures électriques au 19e siècle. Je pense notamment à la Jamais Contente, qui a vraiment personnifié Il y en a une autre mieux. Ah, il y en a plein d'autres mieux en fait que la Jamais Contente. Voilà, et qui a perdu le combat face à la voiture à moteur à essence. En tout cas, voilà, toutes ces technologies, et j'ai oublié une c'est l'énergie holomotrice. Donc là, c'est des concepts qui sont testés en ce moment du côté de l'EMEC dans les Orkney Islands, tout au nord de l'Écosse. Il faut savoir que c'est une technologie qui est toujours brevetée, où il y a un fort intérêt en termes de recherche-développement. Et il faut savoir que le premier brevet sur cette technologie a été déposé en 1799 à Paris. Donc il y a toute une contradiction entre l'état actuel de la technologie, la somme de financement public et privé, et l'historicité de cette technologie qui a pratiquement plus de 200 ans. Après, y a un exemple dans Rétrofutur, je ne sais pas s'il est sur notre site, c'est l'exemple de la cocotte minute. 1682, Denis Papin écrit un livre qui s'appelle « L'art d'amollir les os et les viandes en très peu de temps et à très peu de frais ». Et ça va se populariser à la Seconde Guerre mondiale. Alors, il y en a plein en 1900 aussi, des thermocuiseurs. Mais voilà, ça a mis aussi quand même pas mal d'années, quoi. Donc toujours s'interroger où se situe l'innovation, si elle est technologique, si elle est sociale, si elle est communicationnelle, citoyenne. Et en fait, ça montre qu'il y a des fois des très bonnes idées, mais qui n'ont pas rencontré des bons contextes à un moment donné. Bien sûr. L'histoire des énergies aussi est conditionnée par les autres énergies. C'est-à-dire que s'il y a du pétrole qui est pas cher, du charbon qui est pas cher, en fait, c'est pas intéressant de faire du solaire. C'est ce qui a mis au tas Mouchot en 1880. C'est-à-dire qu'il a été subventionné à fond parce qu'on n'avait pas de charbon. Puis d'un seul coup, le charbon qui arrive pas cher d'Angleterre, on va arrêter le solaire, c'est plus intéressant. Et l'énergie ayant fait le yo-yo, c'est depuis le début. Des fois c'est cher, des fois c'est pas cher. Il y a des crises. En fait, à un moment, c'est intéressant de faire des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique. À un autre moment, ça l'est plus. Après, ça l'est. Après, ça l'est plus. Après, ça l'est. Après, ça l'est plus. Ce qui explique aussi les cycles d'émergence. Et sauf qu'aujourd'hui, c'est plus une question uniquement économique, c'est une question vraiment d'enjeu de société. Et du coup, c'est pour ça que ça vaut le coup d'aller chercher des idées qui n'avaient pas de viabilité économique parce qu'elles peuvent peut-être nous apporter des solutions. Et ces phénomènes de résurgence ou de rebond technologique, hein, ça nous questionne même sur la théorie classique de l'innovation, qui est le concept schumpeterien, ou pour Schumpeter, une innovation naît et meurt, et elle ne doit pas réapparaître. Et sauf que là aujourd'hui, on parle de l'énergie, mais on retrouverait ce phénomène un peu partout. Moi, je pense au disque vinyle, par exemple. Le disque vinyle, si tu veux, technologiquement, il n'y a pas d'intérêt. Il n'y aurait pas d'intérêt à racheter, à relancer une économie du vinyle, sachant que c'est quand même moins performant, c'est plus cher qu'un MP3, sauf que ça revient, parce que c'est aussi une innovation en termes d'habitude, en termes de mode, en termes de hype, et ça me semble aussi assez intéressant, la notion du vinyle. Je ne sais pas si vous l'avez étudié plus en profondeur chez Paléo ou pas. Non, pas directement. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a clairement une obsolescence des formats audio et que c'est une fuite en avant, quoi. C'est difficile aujourd'hui entre les générations de conserver en fait une mémoire culturelle audio en fait. C'est-à-dire que nous, parce que au sein de l'atelier 21, on fait des machines solaires pour faire la musique dans la rue et donc on utilise pas mal le vinyle. Et donc il y a des gens qui viennent nous voir et disent ça existe toujours voilà. Et en fait, on connaît des gens qui ont eu le vinyle, qui ont dû se débarrasser du vinyle.
Après, ils ont eu des CD. Après, ils ont eu le MP3, etc. Et les anciens, ils sont complètement largués. Hein, parce qu'ils ont dû changer à chaque fois de trucs. Et à chaque fois, tu perds les artistes que tu aimais bien parce que tu es obligé d'abandonner tes formats si tu ne peux pas les convertir. C'est la même chose avec la vidéo, avec le DVD, le 4K. L'obsolescence généralisée des systèmes et l'énergie n'échappe pas à ça finalement. Je crois que l'histoire le montre bien. Alors, je vais terminer ma présentation avant de donner la parole à Cédric sur 2 exemples, parce qu'on est en Pays de la Loire, et je sais que le Pays de la Loire est quand même une région qui est mobilisée sur les énergies marines. Hein. Théoriquement, je dis bien théoriquement, l'année prochaine, on devrait voir l'inauguration du premier parc éolien en mer français du côté de Saint-Nazaire. Mais c'est 2 exemples que j'aime bien prendre, qui montrent que finalement, même les technologies énergétiques qui peuvent paraître les plus innovantes, les plus émergentes, s'inscrivent aussi dans une historicité assez plus ou moins lointaine. Donc là, il y a 2 exemples. Donc l'exemple de l'hydrolien. Alors l'hydrolien, c'est très intéressant parce que lorsque j'ai réalisé ma thèse, j'ai pu échanger avec des responsables, des industriels de l'énergie, des grands groupes, notamment aussi avec des syndicats industriels, des syndicats professionnels, qui m'indiquaient que le terme hydrolien avait été créé en France au milieu des années 2000, lors d'une réunion entre le politique, les start-up, les principaux, les grands groupes qui étaient intéressés à l'époque sur cette technologie. Bon, moi je l'ai cru. Sauf que bon, j'ai fait de la rétroprospective, je me suis plongé dans les archives de presse, dans les brevets, et j'ai retrouvé dans un article du Monde, que je n'ai pas là parce que je ne l'avais pas sur ma clé USB, mais dans un article du Monde, le terme hydrolien apparaître. Donc dans Le Monde, dans un article de 1981, le terme hydrolien apparaît, et je l'ai montré, bien évidemment, à cette personne. Et elle était choquée. Elle était choquée parce qu'il pensait avoir inventé quelque chose. Hein. Et dans Paléo, on a des hydroliennes à parachute. Ah, ça, je ne connaissais pas. C'est 1880, je crois. Ouais. Mais ça, c'était les hydroliennes avec le terme hydrolien. Là, c'était des projets d'hydroliennes à l'époque aux États-Unis. Et une deuxième technologie qui est présentée encore plus innovante, à fort potentiel commercial et marchand, ce sont les éoliennes flottantes. Donc finalement, qui est la 2e génération des éoliennes en mer. Hein. Donc finalement, la 3e génération de la filière éolien, après le terrestre, le marin posé, puis désormais le marin flottant. Il faut savoir que des concepts et des procédés avaient été imaginés dans les années 70, en pleine en crise énergétique, crise pétrolière, par le professeur William Hieronymus de l'Université du Massachusetts. Donc en 1972, il rédige des dessins, des articles scientifiques, des articles de presse aussi qu'il avait beaucoup communiqué à l'époque sur cette filière qui a été pratiquement durant 20 ans totalement oubliée, et puis aujourd'hui connaît une nouvelle vie à l'international et notamment aussi en France via les appels d'offres, via les débats publics puis les prochains appels d'offres pour développer des fermes commerciales en Méditerranée et en Sud-Bretagne. Donc moi, je vais m'arrêter là. Je me permettrai de commenter certains slides de Cédric. Et on aura le temps plus tard de communiquer d'échanger avec vous et de répondre à vos questions. Et du coup, sans perdre un instant, parce que en fait, la roue tourne très vite, en fait, il y a un truc super intéressant, c'est qu'aujourd'hui, en fait, il y a une digitalisation de pas mal d'archives, que ce soit à la BNF ou dans les bases de brevets, etc. Et alors, je dis pas que c'est à cause de nous, mais on a un peu rencontré les gens de l'INPI, etc. Et puis, et en fait, maintenant, quand vous allez sur le site, ça vous met le nombre de brevets disponibles. C'est-à-dire qu'à la base, l'INPI, c'est pour protéger des idées. Donc, tu ne viens pas chercher des idées chez l'INPI, parce que même si c'est consultable, voilà. Mais maintenant, c'est tellement une ressource intéressante. En termes de recherche d'antériorité, encore une fois, en fait, notre travail, c'est de dire, faites des recherches d'antériorité avant de chercher les bonnes idées. Parce que si vous cherchez les bonnes idées et que quand vous avez fait
3-4 ans de R&D, vous voulez poser un brevet, et là, vous faites la recherche d'antériorité avant de poser le brevet, c'est juste un peu trop tard. C'est juste pas le moment. Et donc, c'est ce qu'on dit, en tout cas, dans les écoles d'ingénieurs qu'on fréquente et là, en fait, effectivement, vous allez taper n'importe quel mot-clé et ça va vous donner le nombre de brevets en fait, disponibles et consultables en fait, avec le mot hydrogène. Vous pouvez aussi chercher selon des périodes, etc. Et avec éolienne aussi, il y a, je ne sais pas combien de résultats, mais du coup, il y a vraiment une base de données assez folle. Il me semble que vous travaillez sur un paléo hydrogène aussi, un paléo H2O. Alors, on travaille sur un paléo H2O juste sur la question de l'eau, parce que ça fait 2-3 ans qu'on nous a demandé de le faire, donc on est en train de travailler dessus. On cherche des financements pour arriver à le lancer. Et je crois que peut-être on a trouvé une partie, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On travaille aussi sur la question de l'hydrogène. En fait, l'idée, c'est de faire aussi un paléo-hydrogène spécifique. Pourquoi ? Parce que en fait, il y a besoin d'en parler de manière beaucoup plus large. Et puis surtout, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, y compris en France, et qui sont absolument pas connues. Il y a ce qu'on appelle, nous, on avait enquêté ensemble pendant la crise Covid en 2020 sur l'hydrogène low-tech qu'on devait présenter aux Journées internationales de sociologie de l'énergie de Toulouse qui n'auront jamais lieu, malheureusement. Et donc, voilà, c'est aussi pour resituer la question de l'hydrogène sur la capacité des territoires aussi à s'emparer de cette question et de ce vecteur énergétique, car effectivement, ce n'est pas une source. Et donc là, alors du coup, je vous présente le site paléo-énergétique avec, il y a différentes rubriques et je vous disais, il y en a une qui s'appelle Mission. Voilà, et en fait, on peut cliquer Mission. En fait, il y a quelques missions pour pouvoir se joindre au projet et pouvoir participer comme des écoles le font lors de workshops. Et là, je vous montre un exemple, alors assez intéressant. Du coup, c'est un peu notre chouchou en fait, c'est Mouchot en fait qui est enseignant en mathématiques dans les années 1850 à Tours et qui va se mettre à faire des paraboles solaires alors que Tours n'est pas forcément l'Eldorado du soleil. Et en fait, je crois qu'on a notre petite théorie. Alors, on fait des théories comme ça sur des sujets. Et en fait, on pense qu'il a été inspiré par Léonard de Vinci. Pourquoi ? Parce que Léonard de Vinci va finir sa vie à Tours, qui a des archives, il y a des choses à visiter. Lui, il est prof de mathématiques, donc il consulte les ouvrages de géométrie et il voit que Léonard de Vinci voulait notamment faire fondre du bronze à l'énergie solaire, parce qu'à cette époque-là, c'était le début de l'optique et donc les miroirs notamment, et que voilà, il se met à faire des paraboles solaires et il va être sponsorisé par le pouvoir jusqu'à temps qu'il y ait du charbon pas cher qui arrive et d'un seul coup, tous ces projets vont être abandonnés. Donc en fait, il est même autorisé à recevoir sa paye plus une prime de prof, mais à travailler uniquement sur l'énergie solaire. Et il va faire des fours solaires, des allumes-cigares solaires, des théières solaires. Et là, c'est une machine à vapeur qui fait fonctionner une presse. Et donc, dans le jardin des Tuileries, en 1882, en août, ils vont imprimer des milliers de journaux qui s'appellent le Soleil Journal. Et on est toujours à la recherche de ce Soleil Journal parce qu'on pense que voilà, c'est une pièce de musée, que ça fait partie de l'histoire industrielle de la transition énergétique et de l'histoire industrielle française aussi. Et il va se maquer à l'époque avec Abel Piffre qui va donner naissance aux ascenseurs Piffre et Otis. Et donc après, voilà, il est quand même à l'époque avec un très bon mécano, on va dire, qui va après bosser sur les ascenseurs. Et alors, le projet Paléo, c'est un projet participatif. C'est un peu grâce à vous que ce projet existe, parce que le savoir, il est un petit peu partout. Et dans toutes les langues. C'est pour ça que le projet Paléo, il est traduit en italien. Non, pas en italien encore. Il est traduit en arabe, il est traduit en japonais. Le bouquin est sorti en japonais, il est traduit maintenant en anglais. Il n'y a pas tout dans le bouquin, mais dans le bouquin, le plus, c'est qu'il y a des scientifiques et des chercheurs qui ont écrit avec nous sur la nécessité d'aller chercher dans le passé en fait, ces idées, de les répertorier et de les évaluer collectivement et de faire augmenter le savoir sur ces technologies. Et l'appel à participation, en fait, c'est une petite affiche que j'ai là, que je vous invite à embarquer à la fin de la conférence et à la mettre dans votre cafétéria ou dans la maison de quartier ou dans le hall de l'entreprise que vous fréquentez régulièrement. Et voilà, l'idée, c'est de faire appel à participation et de faire collectif.
Donc on reçoit des projets aussi via tous les réseaux sociaux, des gens qui nous pingent dans des trucs en disant « Ah mais regardez ce que j'ai vu », etc. Donc le digital pour ça il est super puissant parce qu'en fait il permet assez vite de partager des références et de faire remonter les idées. On va chercher dans les archives de la BNF, on va chercher dans l'INPI, on va chercher aussi à la demande parce qu'en fait on est sollicité aussi par des groupes ou des entreprises qui ont dans certains secteurs d'activité nous disent bah, on aimerait bien utiliser votre technique et du coup on les aide à réécrire une histoire de leur branche technique ou leur branche professionnelle. Là, on voit, alors du coup, on a exposé un peu partout, en tout cas en Europe. Et là, en fait, c'était à Liverpool il y a quelques années. Et du coup, en fait, on anime aussi des conférences et des groupes de travail. Et après, en fait, on leur laisse la frise. Et puis, les gens se débrouillent et peuvent continuer à travailler pour écrire notamment des scénarios. C'est-à-dire que là, on voit la frise qui est affichée sur un mur. Donc, c'est des cartels qui sont déplaçables. Donc, ça permet d'animer des ateliers. Et puis, vous avez à droite, on laisse tout le temps une place 2020-2050. Et ça permet d'écrire la suite à plusieurs et de scénariser en fait la suite. Et ce qu'on nous a dit récemment, c'est que dans une agence d'architecture de Lyon, en fait, ils donnent notre bouquin à lire aux jeunes ingénieurs qui arrivent et aux jeunes architectes parce qu'ils sont un peu décontenancés par l'état de la transition énergétique et notre capacité à faire face à cet enjeu assez fort qui fait peur. En fait, il y a même des gens qui dépriment. Hein. Il y a quand même un phénomène qui est assez fort et en fait qui paralyse aussi mentalement. Et du coup, cet architecte qui dirige cette magnifique agence d'architecture qui d'ailleurs a des super bâtiments très low-tech pour se refroidir, etc., me disait que en fait, c'est un livre qui donne de l'espoir. Et nous, on est hyper contents parce que si on peut donner un peu d'espoir dans ce monde de brut, en fait, ça peut être pas mal. Pourquoi ? Parce que l'idée, c'est de montrer que c'était possible, qu'il y en a qui l'ont fait avec, on dit, un tournevis cruciforme et une clé à molette, et que si eux, ils ont réussi à faire ça dans des périodes de crise, nous, on est capable aussi même de faire mieux, et en plus à plusieurs, avec la puissance du digital, de la fabrication digitale, des imprimantes métalliques, etc. On est convaincu qu'on peut faire des batteries low-tech, low-tech en termes aussi de matériaux, de ressources, de localité. En tout cas, l'idée, c'est de tirer l'élastique en arrière pour montrer qu'on peut le lâcher, qu'il va aller dans la bonne direction et de donner de la perspective, voire de l'espérance. En fait, on en parlait avec des chercheurs et il y a une question d'espérance qui est vitale dans nos sociétés, de déprime, de fatigue généralisée. Je ne sais pas si vous écoutez France Culture le matin, mais il y a beaucoup de gens fatigués et j'en fais partie, je peux vous dire. Et donc là, on voit les bouquins. Le prochain ouvrage, on a envie de le traduire en chinois parce que c'est important d'aller vers la Chine. On a envie de le traduire en russe aussi, peut-être d'abord en site web. Mais aujourd'hui, en fait, on peut le traduire très rapidement en fait, et pour peu de frais. Donc c'est important d'aller sur d'autres territoires linguistiques parce qu'il y a d'autres territoires linguistiques qui ont eu des autres réalités et des autres innovations et des autres crises et des autres manières d'y répondre. Et ce qu'on collecte, c'est aussi l'innovation sociale. C'est aussi la science-fiction, c'est aussi ce que font les artistes. Ce n'est pas uniquement des moteurs et des machines. Ça, c'est pour nous important d'essayer d'élargir le spectre et de parler d'usage énergétique et non pas uniquement de machines. Et alors, je ne suis pas venu avec mes archives, mais d'habitude, je me balade avec un petit classeur où j'ai des gravures de l'époque de 1880. J'ai des systèmes D pour fabriquer sa parabole solaire qui date des années 40. J'ai des ouvrages sur les vélocars, donc les voitures vélos, hein, voilà, avec plein d'ouvrages, comment fabriquer son vélocar, etc. Et des archives aussi sur les véhicules électriques, sur les batteries. Et en fait, il y a des gens qui nous font même des donations. Et donc, on a décidé d'essayer de donner corps à tout ça. On appelle ça aussi des pièces à conviction. Pour nous, c'est important. Quand on disait rendre visible ce qui est invisible, pour nous c'est important de toucher, de vivre des expériences avec les publics pour pas que ça reste uniquement des projections et des PowerPoint et des trucs et des articles et des bouquins. Et donc on aime bien faire des expositions, aller à la rencontre des publics. Et là je vais vous montrer du coup le dispositif paléo-énergétique qui est un dispositif transmédia et qui chaque jour essaye de trouver des nouvelles manières de faire et qui convoque la créativité des
d'étudiants en animation, en école d'art, en école même de gestion ou en école d'ingénierie, pour nous aider à trouver des nouvelles manières de faire médiation. Et donc là, on voit, c'est le projet de Rétrofutur Museum qui est aussi une expo itinérante du coup, parce qu'on a ces pièces qui sont stockées, qu'on peut déplacer. Et on a l'idée d'installer ça dans le 13e arrondissement à Paris, parce qu'on est hébergé un peu gracieusement d'ailleurs. Et l'idée, c'est de donner accès à ça et de pouvoir avoir une salle où on fait des ateliers, et donc de donner corps en fait avec un lieu physique. Et comme il y a eu le Covid qui est passé par là, on s'est retrouvés devant nos ordis à la maison, et ça faisait un moment qu'on avait cette idée, ça a permis de la prototyper. On a fait un muséum virtuel du coup, avec un best-of des inventions. Donc dedans, il y a bien sûr, il y a Mouchot, là on voit encore la parabole. Il y a des systèmes pour recharger les piles alcalines. Il y a le moteur Stirling. Il y a la voiture Edison qui, en 1907, parcourait 1000 miles en fait, avec des batteries nickel-fer. Et donc l'idée, c'est de faire sortir, comme on dit, le fantôme de la cave, et donc de refaire en 3D des innovations comme ça qui nous semblent importantes. Ça permet aussi à distance à des Africains, parce qu'on bosse avec l'ONU sur un projet de coopération avec une école d'ingénieurs, pour l'instant une école d'ingénieurs, mais bientôt peut-être plus, sur l'échange de tout ce savoir, et notamment la 3D, c'est un langage universel pour les ingénieurs. C'est-à-dire c'est un truc qui se parle, et il n'y a pas de barrière de langue, en fait. Et du coup, c'est important pour nous d'utiliser ce langage pour pouvoir partager ces savoirs. Et donc, on a fait une sélection de ce qu'on appelle les paléo-héros et héroïnes, d'ailleurs. On a Maria Telkes, en fait, qui est une femme aux États-Unis qui travaille sur les maisons solaires au MIT, tout ça. Et donc, on a imprimé des posters. Voilà, c'est des posters échelle 1, donc pour que les gens, pour que ces inventeurs et ces gens soient réincarnés. Et ce qu'on raconte dans Rétrofutur, c'est des histoires humaines. C'est-à-dire que c'est important pour nous de raconter des parcours humains, plus que des mégawattheures et des tonnes équivalent de pétrole et des kilos de CO2. Parce qu'on est persuadé qu'on arrive à enchanter en racontant des histoires humaines, plutôt qu'en disant oui, il faut faire ci, il faut faire ça, parce que vous comprenez, les kilotonnes de trucs, c'est des impacts. Et donc, c'est des posters qu'on a mis dans la rue. Et donc, on crée la surprise. On a des QR codes qu'on a mis avec. Et du coup, les gens peuvent flasher les QR codes, et ils ont soit des audios, et où ils vont sur le site paléo-énergétique, et où, en fait, ils tombent sur une réalité augmentée. Voilà. Donc, on utilise la technologie pour faire vivre des expériences à des publics et ne pas se retrouver dans le low-tech ou le high-tech ou une sorte de truc un peu comme ça, manichéen. Et donc là, on voit, il y a Jean-Luc Perrier, qui est une superstar de Angers, voilà, qui faisait de l'hydrogène vert dans les années 70. Il y a bien sûr Nikola Tesla, avec juste une invention qu'on a retenue dans le livre et qu'on a documentée avec la fondation Tesla, et pas avec ce qu'on trouve sur Internet, parce qu'il y a beaucoup de bêtises sur Internet, on le sait tous. Et en énergétique, il y a pas mal de trucs à mettre à la poubelle, à la corbeille. Notamment sur Tesla, notamment sur l'énergie libre, et notamment sur des fois des solutions un peu miracles comme ça. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus, parce qu'on pourrait faire une soirée sur le sujet. Et le but de Rétrofutur, c'est aussi ça, c'est de constituer une sorte de pool de gens qui peuvent éclairer sur ces questions-là et virer un peu toutes ces cochonneries du web, en fait, qui racontent un peu pas mal de bêtises. Et donc là, on explique le dispositif. Donc il y a nos paléo-héros qu'on peut coller sur les murs, et qui sont aussi des choses qu'on utilise dans les expositions, notamment à la COP26. Et puis après, en fait, ça peut aller vers, je vous ai dit, en fait, différentes qualités d'audio ou de web ou d'hyperliens pour aller plus loin. Et on applique aussi, donc je vous disais, avec des professionnels de branches, notamment dans le bâtiment. Et là, on travaille en fait où, dans des entreprises, on va aller animer en fait Paléo Énergie, et on va laisser aux équipes le soin de travailler en interne. Et puis après, on va revenir. Puis après, on va inviter un bon conférencier, peut-être comme Sylvain ou un autre, pour raconter un peu tout ça et enchanter les questions de low-tech, de high-tech, identifier les échecs
Bref, travailler à plusieurs. Donc on utilise la méthodologie aujourd'hui aussi avec pas mal d'entreprises. L'idée, c'est d'avoir des impacts médiatiques pour influencer, pour partager ce savoir. Et donc, on a une très grande réactivité des médias et on en est hyper content et ça continue. Et on arrive sur... parce que l'idée de tout ça, c'est aussi d'exhumer des choses intéressantes qui atterrissent, comme on dit, dans le monde réel aujourd'hui. Et on a retrouvé, en fait, dans nos recherches, un système qui permet de recharger les piles non rechargeables. Donc vous avez sur le marché aujourd'hui 2 types de piles majoritairement, des alcalines et des NiMH qui sont rechargeables. Et on a retrouvé un brevet des années 80 qui permet de recharger les piles non rechargeables. C'est un immense marché mondial. Les piles, c'est 30 000 tonnes de déchets par année en France. Donc uniquement la moitié arrive dans le bac de recyclage. Et le bac de recyclage n'est pas une fête non plus. Et donc... on l'a reprototypé, on l'a partagé avec pas mal de Fab Labs, d'écoles d'ingénieurs. Je crois qu'elle est là, la Regenbox. C'est pour l'instant en fait un truc à fabriquer soi-même, mais on est déjà en train de travailler sur une version grand public. Et ça a donné naissance à une entreprise. Et l'idée, c'est de prouver qu'avec des brevets du passé, qui sont dans le domaine public, on arrive à créer de la valeur et des entreprises. Et j'accélère parce que je suis en train de terminer. Et on ne veut pas s'arrêter aux batteries alcalines. Alors pourquoi ? Parce que les batteries alcalines, donc déjà en fait ce qu'on a fait avec ce projet-là, c'est qu'on a datalogué énormément de piles. Et vous savez, les piles alcalines, quand vous les achetez dans les magasins, vous ne pouvez pas les comparer. C'est que sur les accumulateurs et les batteries que vous trouvez les milliampères-heure, qui est l'unité de la capacité des batteries, d'accord ? Si vous regardez les batteries alcalines, vous ne trouverez jamais les milliampères-heure. Donc c'est comme si vous achetez des bouteilles de lait, mais on ne vous dit pas s'il y a 0,9 litres, 1,5 litre, ou 1,2 litre ou 0,4 litres. Et donc nous, on a les données parce que l'idée, c'était de prouver collectivement avec des Fab Labs, des écoles d'ingé, etc., qui ont reçu le kit, ils ont mis des piles dedans, ça charge et ça décharge automatiquement, ça enregistre sur un ordi, et après on partage les fichiers Excel et on tire des courbes. Et on a montré déjà la régénérabilité de toutes les piles du marché, donc 50 références testées 10 fois chacune, etc. On est en train d'envoyer ça en Afrique gratuitement dans plein d'écoles, etc. Parce que comme ça, ils vont pouvoir évaluer leurs piles et les rapports qualité-prix. Il faut savoir que dans une pile, le prix du kilowattheure est avoisine entre 200 et 400 euros. Ça, c'est en France. Au Sénégal, les piles coûtent le même prix, sauf que ce n'est pas le même pouvoir d'achat. Et qu'on n'en utilise pas autant par personne parce qu'il y a beaucoup de zones déconnectées des réseaux électriques. Donc il y a un vrai sujet sur ces piles et donc on se concentre dessus et du coup on est en train de montrer qu'il y a du travail à faire sur nos systèmes de stockage et qu'on va demain évaluer aussi des piles rechargeables pour vous dire collectivement quelle est la meilleure pile rechargeable du marché, parce qu'il y a plein de gens qui ne sont pas contents. On rencontre plein de gens qui disent « Ah non mais ça ne marche pas, ça s'arrête vite, c'est garanti 1000 cycles, en fait au bout de 3 ça ne marche plus, quand il fait froid ça ne marche pas ». Donc en fait voilà... il y a pas mal de data à faire sur les systèmes de stockage, y compris les batteries de voiture. C'est-à-dire qu'on a envie aussi de nous faire du test citoyen sur les batteries de voiture pour vous dire demain quelle est la meilleure, quelle est celle qui tient le plus longtemps, quelle est celle qui tient au froid, quelle est celle qui tient au chaud, parce qu'à Cannes ou dans les Alpes, ce n'est pas les mêmes réalités de température. Et du coup, voilà, on a créé du coup du matériel pédagogique. En haut à gauche, c'est une mallette pédagogique. On se déplace dans les entreprises, dans les maisons de quartier. Et c'est un objet qui est même acheté par des opérateurs immobiliers maintenant de la ceinture parisienne pour faire des animations. Parce que effectivement, le problème, c'est qu'aussi on jette des piles et quand on met le nez en fait, dans les déchets, 1 sur 4 est neuve. 2 sur 4 peut être régénérée, et donc 1 sur 4 doit réellement aller à l'incinérateur. Enfin, au site Céveso qui va broyer tout ça, faire de la black mass, et avec des processus électrochimiques, essayer de récupérer un peu de nickel, un peu de cobalt, un peu de trucs. Et donc, on a développé un robot aussi, on voit en Regenbot en bas, c'est un robot qui permet de trier les piles, parce que l'idée, c'est que bientôt, on va devoir trier beaucoup plus de piles, parce que c'est un vrai gâchis énorme, et il y a une économie circulaire à faire dessus. Et à droite, on développe une Regenborn, qui est une sorte de borne d'arcade low-tech, pour pouvoir trier ces piles en s'amusant un petit peu avec les enfants, parce que les enfants utilisent beaucoup de piles. Et l'idée, c'est de sensibiliser sur les impacts de tout ça. Je te laisse conclure. Oui, ou pas.
Oui, moi, juste pour conclure, quand on a souhaité vous mettre 2 citations. Donc une première citation de David Raju que j'ai cité au début de l'exposé, qui revient finalement sur le projet paléo-énergétique, l'intérêt de ce programme, de ce projet à la fois pour envisager la transition énergétique, mais aussi dans une approche finalement économie sociale et solidaire. Hein. Vous êtes vraiment dans une approche citoyenne de réappropriation par les citoyens de la technologie. Donc voilà, je n'ai pas forcément le temps de reprendre la citation, mais en tout cas, David Raju est vraiment l'un des principaux promoteurs du projet paléo-énergétique. En tout cas, il parle d'économie circulaire de la connaissance, et ça, c'est un concept qu'il a lui fait naître. Et effectivement, il dit qu'il y a énormément de connaissances qui est produite aujourd'hui. On met beaucoup d'énergie et de sous et de dollars aussi aux États-Unis pour créer de la connaissance, et qu'en fait, il y a une grande perte derrière parce qu'elle n'est pas entièrement exploitée, qu'on peut faire de l'économie circulaire de la connaissance, et pas que dans l'énergie. Hein. Il y a plein d'autres domaines d'application. Ouais. Non, mais David Raju, très intéressant aussi pour faire un benchmark, pour voir que finalement, le modèle occidental de l'innovation, pour David Raju, qui est originaire d'Inde, ce n'est pas forcément le modèle qu'il souhaite et qu'il promeut dans ses recherches pour l'Afrique, les îles et aussi un bon nombre de pays asiatiques. Et une autre citation de Gilbert Simondon, qui est un philosophe de l'innovation, qui finalement résume assez bien l'exposé qu'on a pu avoir ce soir avec Cédric. C'est « Nous ne vivons pas dans une civilisation qui est trop technicienne, simplement elle est mal technicienne ». Et je pense finalement ça résume bien ce qu'on a essayé aujourd'hui ce soir de vous présenter. Merci à vous. Merci beaucoup. Et puis on va passer aux questions, à la question. Oui, c'était pour appuyer tout l'intérêt que j'ai eu quand vous avez parlé d'utiliser les technologies anciennes. Et juste un témoignage. J'ai visité l'Iran il n'y a pas très longtemps, et, il y a 4 ans, et j'ai été stupéfait de voir dans plein de domaines, notamment la gestion de l'eau, la gestion du vent, la gestion du froid l'été, l'ensemble de technologies qui sont depuis des siècles. Comment sur un plateau, on fait des maisons, là c'était des maisons bien bourgeoises, mais on fait des maisons où quand il fait 40 pendant 2 ou 3 mois, on maintient 19 degrés sans aucune électricité, aucune technologie, en faisant circuler de l'eau qui descend des montagnes, etc. J'ai été stupéfait dans plein de domaines, notamment la glace qu'on garde pendant des mois. Dans des... Je vois très bien de quoi vous parlez. C'est absolument incroyable. Alors moi, sur le moment, je suis resté 5 semaines là-bas dans plein de coins. Je me suis dit, mais il faut que tous les ingénieurs écologues aillent visiter, quoi. C'est absolument incroyable qu'ici on n'en parle jamais. Ouais, nous on en parle. Oui, on en parle à des grands opérateurs immobiliers. Tout mon intérêt. Ouais. Sur la question de refroidir, il y a des chiffres aujourd'hui qui disent que on va utiliser bientôt plus d'énergie pour refroidir que se chauffer. Alors que moi, en fait, dans mon histoire on va dire d'énergéticien, de designer énergétique, on a passé notre temps à essayer de s'isoler puis de se chauffer, en fait. Et puis là, en fait, on est en train de nous dire, non, en fait, il va falloir refroidir. Et du coup, le refroidissement low-tech, entre guillemets, en fait, il intéresse énormément d'acteurs. Et c'est une recherche qu'on mène depuis plus de 2 ans maintenant. Et on est en contact avec des architectes franco-iraniens qui font des allers-retours là-bas et avec qui on va faire une petite vidéo qui sera sur le channel Paléo-énergétique YouTube pour le faire parler, pour le faire rencontrer aussi ces grands groupes, etc. Parce que lui, en fait, il a repris les Badgir en Iran et il les a modélisés pour pouvoir les intégrer carrément dans du BIM d'architecture contemporain et essayer de donner une vraie vie contemporaine en fait à ces vieilles idées. Et donc on travaille aussi sur la question de refroidir low-tech, et il y a beaucoup de choses à explorer effectivement, et on n'a pas encore tout trouvé, ça c'est sûr. Oui. J'avais une question qui avait trait un petit peu à vos deux interventions en fait. Il y a quelque chose qui m'a marqué et qui m'a un petit peu interrogé aussi. Sur notamment, vous parlez de planification nécessaire, vous parlez de l'open source, vous parlez de choses comme ça qui sont un petit peu en rupture avec le modèle capitaliste et le modèle... Et finalement, il y a une espèce d'éléphant dans la pièce qui est à qui profitent tous nos problèmes actuels, tout ce qui génère nos problèmes actuels. Et finalement...
En tout cas, je ne sais pas si c'est votre place, mais j'ai envie que ce soit la mienne. Ça m'évoque un propos qui va être anticapitaliste. L'open source a un potentiel d'anticapitalisme par notamment le brevet, la libération d'un brevet permet des améliorations incrémentales, par exemple, et en décentralisant et en rendant publiques et populaires les innovations, effectivement, on arrive, voilà, et en fait, ça arrive sur les questions, on arrive à avoir des innovations qui sont plus accessibles, plus décentralisées, et qui profitent plus à tout le monde. Et du coup, votre question ? Ma question, c'est comment, en fait... Est-ce que vous êtes anticapitaliste ? Non, mais non. Bah alors, pratiquement, mais en fait, est-ce que vous intégrez la réflexion politique et sociale à ce point-là, ou est-ce que c'est un pas que vous ne faites pas, ou est-ce que c'est quelque chose que vous réfléchissez ? Du militantisme, finalement, en forme de... Ça me semble délicat de ne pas le faire. Au sens où pour moi, vous avez déjà une démarche qui est militante en tant que telle, en pratique. C'est clair que ce qu'on fait, c'est quand même un peu politique. Mais l'énergie est complètement. politique. Non, mais on est motivé par la politique. Pourquoi ? Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la question de la société. Moi, faire des trucs dans mon coin, ça m'intéresse pas. Je trouve qu'on a une belle société, qu'il faut essayer de quand même essayer de faire mieux, quoi, on va dire. Mais il me semble que là, c'est menacé, vraiment. Et du coup, je mets toute mon énergie depuis une vingtaine d'années à essayer de trouver des solutions pour essayer de faire avancer le schmilblick. Donc, je tire sur toutes les cordes, en fait, finalement. Et je mets toute ma créativité à ce service-là. Y compris, on a utilisé des centres systèmes solaires et à pédales au début pour des votations en Suisse pour taxer les énergies non renouvelables au profit du développement de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables. Et donc, on l'a fait par motivation politique. Et donc, on a fait ces centres systèmes. Puis après, il y a eu une énergie sociale autour. Puis aujourd'hui, c'est devenu un projet qui est exporté jusqu'à Hong Kong. Et puis, alors, on a même une web radio hébergée à l'énergie solaire. Alors oui, il y a des impacts, des trucs. Mais on fait société. Et en fait, on ne s'empêche pas d'utiliser les outils et d'être polarisé, et d'essayer d'être trop manichéen, parce qu'on voit que ça ne fonctionne pas, en fait. Moi, j'ai aussi fréquenté des gens très militants. J'en ai rencontré. J'en ai vu des vieux qui sont dans un état pas possible. Et puis, je me suis dit, j'ai pas envie d'être comme ça. Parce que j'ai une énergie sociale et j'ai envie de mettre mon cerveau au service d'eux et j'ai pas envie de finir comme ça. Et donc je me suis dit, il faut trouver plus de consensus, moins de manichéisme et puis essayer d'expliquer les choses. Parce qu'en fait, ce qui manque, c'est de l'éducation, y compris civique, pour essayer de se mêler de ce qui ne nous regarde pas et de ce qui nous regarde aussi. Et donc faire voter les gens plus jeunes, pour moi, c'est un vrai truc aussi, quoi. Etc. Donc oui, en fait, on a une motivation politique derrière, et c'est de faire avancer le schmilblick, comme dirait notre ami. Après, juste pour résumer, je pense que de toute façon, l'énergie est quelque chose de très politique. Cela a toujours été réfléchir à l'énergie. On a une question à gauche, là-bas. C'est réfléchir à l'avenir de nos sociétés aussi, avec tous les débats qui se posent actuellement, notamment autour du nucléaire, de la relance du nucléaire tel qu'il a été présenté lors de la dernière déclaration du président Emmanuel Macron. C'est vers quelle société on va, et c'est tout l'enjeu là des différents scénarios qui a été présenté par l'ADEME. Vraiment, je vous invite à voir ces différents scénarios qui va du tout électrique, du tout technologique à ce qu'ils appellent une société frugale. Et après, c'est aux décideurs, aux politiques, de choisir vers quoi, quel scénario est le mieux pour notre société, pour chaque territoire. Est-ce qu'on repart vers des grands systèmes techniques comme les EPR, ou est-ce qu'au contraire, on va vers des systèmes beaucoup plus décentralisés, beaucoup plus local, beaucoup plus territorialisé, donc via le développement des énergies renouvelables? C'est un choix de société, donc c'est un choix politique. Et en fait, nous, on ne dit pas qu'on a une solution et qu'il faut faire comme ci ou comme ça. On dit qu'on crée des outils de dialogue. Et finalement, c'est ça. Paléo-Énergie, avec sa fresque, on dit que c'est un outil de dialogue pour les territoires, parce que du coup, on peut discuter ensemble et on peut voir que les éoliennes, ce n'est pas un truc de gauche ou de droite, que les voitures électriques, ce n'est pas un truc de bobo ou de je ne sais pas quoi. Et en fait, l'idée, c'est de dépolitiser aussi certaines imageries en fait, qui arrivent avec leur lot d'émotions et de « Ah non, c'est pas ça, parce que ça, moi, je ne suis pas copain avec ces gens-là ». Et en fait, parce que sinon le débat il est faussé en fait aussi. Donc l'idée c'est d'essayer d'y voir un peu plus clair à plusieurs. Voilà, alors j'ai une question. Ouais. Alors, une première hyper rapide, c'est
c'est génial les Regenbox, est-ce qu'on peut en offrir à Noël? Une première. Deuxième, c'est plus, enfin sérieuse, on peut en manger même. Enfin, moi, j'ai un papa qui était chercheur au CNRS, qui a bossé toute sa vie sur des cellules solaires qui permettent de capter et stocker l'énergie et la restituer, et aussi sur une technologie qui permettrait de dépolluer l'air et l'eau sur des surfaces vitrées. Enfin, voilà, bref. Et la conclusion que j'en tire, il a passé toute sa vie à créer quelque chose qui aurait pu révolutionner la société d'un point de vue énergétique, et aussi, on peut imaginer, par exemple, faire des pichets en verre qui permettent de dépolluer l'eau une fois qu'elle est dedans, avec une réaction au soleil. Enfin, je fais très court. Mais ça nous intéresse, votre truc là. Mais c'est passionnant. Je savais qu'il fallait qu'on vienne à Nantes. Mais ça n'a pas été financé en ce sens. Et l'utilisation qu'en est faite, de ce genre de technologie, c'est pour faire des vitres auto-nettoyantes. Voilà. Et donc, ce que je veux dire, c'est que... et ce que je tire comme conclusion aussi de votre présentation, c'est qu'en fait, on voit bien que c'est une histoire avant tout de choix politiques, donc ça fait le lien avec la question d'avant. Pour moi, c'est vraiment pas un problème de technique. Pour moi, il y a les solutions, et c'est sûr. C'est une histoire de où on choisit de mettre notre énergie et notre intelligence au profit de quoi. Et notre argent collectif. Exactement, mais du coup, ma question là, je trouve ça passionnant, vos recherches. Quels sont vos liens? Je vais un peu le cran d'après la question d'avant, c'est quels sont vos liens avec la politique à l'heure actuelle? Est-ce que ce que vous faites, c'est entendu? Est-ce que ce que vous faites, c'est entendu? Est-ce que vous avez des liens avec les décideurs? Moi, je ne pensais pas un jour remettre cet ouvrage à M. Macron et qu'il m'accorde 4 minutes d'intention et qui m'écrive après pour me dire votre truc, c'est quand même pas mal. En fait, je suis content de ça, en fait. Alors, il y a des gens qui disent oui, tu as parlé à Macron. Bon, oui, j'ai parlé à Macron. Et alors, en fait, moi, je défends des idées et je les porte et j'essaie de les illustrer et de les rendre intelligibles. Et j'essaie d'avoir de l'influence. Et oui, j'ai envie d'avoir de l'influence avec M. Macron, bien sûr. Et s'il m'appelle demain pour qu'on discute, je vais y aller. Et très sérieusement. Donc, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais en tout cas, Regenbox, oui, vous pouvez la commander en ligne. Après, et c'est un petit peu cher pour l'instant, parce qu'on la fabrique 50 par 50 avec notre petite main. Vous allez la recevoir comme ça. Pour l'instant, elle est encore à construire avec un fer à souder, mais on travaille sur une version sans fer à souder. Mais voilà. Mais surtout, il y a plein d'écoles qui l'achètent, etc. Donc, en fait, si votre papa, en fait, il soude un petit peu, vous pouvez l'engager pour souder la Regenbox. Et puis, par contre, on échangera nos adresses parce que ce que vous avez dit nous intéresse au plus haut point pour aller voir les archives de tout ça et voir s'il y a des choses consultables et partageables aussi. Juste peut-être pour rebondir quand même. Il y a un intérêt aussi énormément des collectivités territoriales, des organismes publics locaux. Je pense notamment à l'ADEME, où l'ADEME Île-de-France avait lancé un appel à projet, il me semble, autour de la low-tech. Un appel à projet pour que les citoyens, les entreprises, mais aussi le milieu associatif puissent présenter et être financés par l'ADEME Île-de-France. Et au sein même aussi des régions, nous on a présenté nos travaux à la région Nouvelle-Aquitaine, aux élus de la région. Et notre exemple, c'est la ville de Bordeaux, que je connais bien, avec le nouveau maire, Pierre Urmic, qui a nommé un élu chargé vraiment de la question de la frugalité, de la low-tech. Il a fait venir Philippe Bioux, qui est vraiment, on va dire, l'un des grands spécialistes de cette question en France. Et ils réfléchissent maintenant à un appartement témoin low-tech à Bordeaux pour faire la promotion de la low-tech, mais aussi dans une démarche pédagogique pour les écoles, les collèges et les lycées. Et nous, on avait interrogé Feu Alain Ray, en fait, en lui disant comment vous traduiriez low-tech en français. Il a dit basse technicité. Et en fait, la basse technicité, en fait, c'est aussi répondre à des risques. Et c'est répondre à de la maintenance. Et c'est répondre à la souveraineté numérique. C'est aussi toutes ces questions qui se cachent derrière et qu'on essaye de dérouler en fait avec des ateliers et des boîtes de dialogue en fait, et finalement ce qu'on appelle le design thinking en fait finalement. Alors nous allons prendre juste 2 interventions. Alors il y a un monsieur là-bas à gauche qui vraiment lève la main depuis 3 quarts d'heure. Et puis alors 3, mais pas plus, pour qu'on termine pas trop en retard. Alors une intervention ici. Oui, pardon. Donc en fait, moi, c'est pas une question. Je voulais juste vous remercier pour cette soirée parce que j'ai trouvé que votre discours était mesuré, non extrémiste, et ce qui est de plus en plus rare.
malheureusement. Et j'ai aimé aussi, parce que j'ai entendu, la co-construction pour l'innovation ou la transformation. Alors, je ne sais pas si j'ai bien entendu, mais moi, ça me fait plaisir, ça. Quand on co-construit, qu'on essaye de travailler ensemble. Et en fait, quand vous répondez à cette jeune fille, c'est ce que vous faites. Vous faites de la co-construction, vous allez chercher chez elle, elle vous apporte, vous allez chercher chez elle, et on va peut-être obtenir quelque chose grâce à ça. Et ça, je trouve ça, dans notre monde, hyper génial et que c'est pas assez fait. Donc voilà. Merci. Merci pour cette intervention. En fait, quand on a créé ce dispositif, dans le livre ou sur le site, vous verrez, c'est tout le temps noté « exhumé par ». Et en fait, c'est une manière de rendre à César sa participation en fait, à la grande histoire de la contre-histoire des innovations. Et en fait, il y a un onglet qui s'appelle « Équipe », où on mettait à l'époque les photos des gens qui participaient. Puis on a arrêté parce que ça a été trop chronophage et que c'était plus possible, tellement il y a de gens qui participent. Aujourd'hui, on a un problème à gérer l'information. Parce qu'il y a plein de gens qui nous contactent, et dans différentes langues, etc. Et donc, on est en train de aussi peut-être changer d'échelle pour traiter et restituer aussi tout ce savoir, en fait, qui dort, en fait, et qui est là, en fait. Voilà, c'est à vous. Bonjour, bravo. Moi, je suis fan de longue date, on le sait. Hein. Salut. Hello. Une question sur la prochaine frontière, en fait, de ce registre de recherche. Si on voit la convergence entre le minéral et le biologique, une grande partie du propos d'aujourd'hui est minéral. On travaille sur des systèmes techniques qui utilisent du métal, qui utilisent du verre, qui utilisent des composés chimiques. Et dans quelle mesure est-ce que la frontière prochaine, c'est de se rapprocher de l'agriculture, de la forêt, des milieux biologiques, notamment quand on relie la question de la production d'énergie renouvelable à la question des sols sur lesquels on déploie ça. Sur ces sols, on va produire à la fois à manger, on va produire de l'énergie, on va produire de la chaleur, on va produire des matériaux, on va fixer du carbone, on va régénérer le vivant. Et qu'est-ce que ça change pour vous d'élargir les périmètres de recherche à des écosystèmes, en fait, pas seulement à des systèmes techniques, mais des écosystèmes? Vous parlez des approches un peu biomimétisme, tout ça ou... D'accord. Pas seulement. Pour moi, il y a une vraie frontière idéologique, par exemple, ce serait de dire que la politique agricole commune, c'est déjà l'embryon d'une politique énergétique commune, puisqu'on mesure les récoltes agricoles en joules ou en kilocalories, qui sont des unités d'énergie. Et on se prive du coup d'une approche globale de l'énergie sur les hectares que nous cultivons actuellement avec une finalité agricole, en oubliant qu'on pourrait avoir une production énergétique multifactorielle qui produit à la fois à manger, mais aussi des kilowattheures d'énergie, de la chaleur et des matériaux, travailler sur l'énergie grise avec des choses qui vont substituer à d'autres procédés plus énergivores qu'on va devoir produire par ailleurs, etc. etc. Alors, une approche globale de l'énergie par unité de territoire. Ouais. C'est pas toujours facile d'avoir ces réflexions-là, en fait, avec les gens qu'on rencontre et qui vont essayer déjà de sauter à la haie avant de sauter à la perche de 4 mètres de haut. Donc nous, on mène ces réflexions avec d'autres chercheurs, etc., sur les multi-impacts, sur le fait que l'eau, c'est la santé, de l'agriculture, de l'énergie, un moyen de subsistance, même avant l'énergie, en fait. Hein. Si on n'a pas d'énergie, ça marche. Si on n'a pas d'eau, ça ne marche pas. Donc c'est pour ça que c'est notre prochain sujet et qu'on travaille dessus depuis 2 ans et qu'on espère pouvoir faire émerger un site web dès 2022. Et encore ce matin, voilà, on parlait de l'eau sur France Culture avec encore un truc qui va nous péter à la tronche. Et on n'a pas besoin d'aller loin pour avoir des problèmes de flotte, hein. Y compris chez nous, là, à 200 bornes, Limoges, etc., la Creuse, Jura français, alors qu'on se dit c'est humide et tout. Et donc l'idée aussi, c'est qu'on voit en France une remunicipalisation des systèmes de l'eau. Parce qu'en fait, on est allé trop loin dans un sens, puis on a fait beaucoup de bêtises, et puis on n'a pas entretenu les réseaux. Puis quand on pompe 500 litres, il n'y a que 250 litres qui arrivent dans le robinet. Et puis quand la réserve sera vide, ils vont nous rendre les clés en disant « Bon les gars, moi je vais bosser ailleurs et je vais faire du business ailleurs. » Parce que c'est tous les 15 ans, il y a des contrats. Et puis en fait, si l'entreprise privée ne veut plus renouveler, elle peut s'arrêter après-demain. Mais après, du coup, c'est le territoire qui va payer et qui va essayer de s'en sortir. Et ça ne va pas être facile. Et donc, on voit en fait une remunicipalisation très forte en France. C'est la plus haute mondiale.
Nous, on pense que dans l'énergie, ça va arriver, que c'est la suite du scénario, même si pour l'instant c'est un peu timide, parce qu'il faut les compétences. Hein. Dire à un élu, bon bah maintenant on va faire, c'est pas facile. Et donc il faut de l'ingénierie publique en fait. C'est ça qu'il faut aussi. Et il faut animer ces réseaux-là. Il faut animer les ingénieurs territoriaux, municipaux entre eux. Et moi j'ai travaillé en Suisse pendant des années. Et je fréquente aussi pas mal de gens qui bossent en Allemagne. En fait, c'est des services télécom, gaz, eau, qui sont municipalisés et qui fonctionnent très bien et qui sont richissimes. Donc ça tombe bien, après on peut payer les hôpitaux et des ronds-points et des écoles. Et c'est des savoir-faire indélocalisables. C'est des gens qui connaissent leur territoire, qui savent faire de l'ingénierie locale. Et ça crée des écoles des techniques locales avec des savoir-faire formidables, avec des gens ultra compétents qui vont ancrer leur vie aussi au service de la collectivité. Et donc, moi, je trouve ça super intéressant, la relocalisation de l'éducation technique et des services techniques. Parce que on voit bien, prendre des décisions pour tout un territoire, ça ne veut rien dire aujourd'hui, et de moins en moins. Et on doit faire avec les facteurs et les contextes, en fait, c'est important. Peut-être juste pour compléter, concernant effectivement un peu la phase noire, c'est effectivement le modèle industriel ou agroalimentaire qui est très, très énergivore. Là, j'ai profité de la prise de parole de Cédric pour me plonger dans les documents de l'ADEME. Et effectivement, il faut savoir que le secteur de l'agriculture représente près de 20% de l'origine des gaz à effet de serre en France, en fait. Donc, probablement, peut-être que la solution contre le changement climatique, peut-être, encore une fois, c'est politique, voire même individuel, c'est repenser notre modèle alimentaire, notre modèle agroalimentaire. Mais ça, encore une fois, c'est un choix personnel et c'est un choix politique. Mais les deux sont liés. C'est une approche systémique, effectivement, avoir une vision cyclique des problèmes. Le problème de l'énergie, c'est le problème de l'agriculture, le problème de l'alimentation, le problème des déplacements, le problème des réseaux de communication. Tout est cyclique et il faut bien avoir confiance, cet effet domino. Alors, une toute dernière question. Et moi, je vous encourage dans le même esprit de co-construction que tout à l'heure. On peut poursuivre cette conversation avec Renaissance écologique. C'est aussi ce que je déploie, moi, dans cette fresque que tu connais, hein, Cédric. Je pense qu'on a une illustration de schéma de ramification de cette vision systémique. Je serais ravi qu'on poursuive la conversation autour de cette... Voilà. Oui, surtout que tu parles de gouvernance, justement. Et je pense que si on parle de tout ça sans la gouvernance, ça sert un peu à rien. Oui, ce qui me paraît intéressant dans votre démarche, c'est que vous envisagez une sorte de réappropriation citoyenne, en fait, des technologies. Vous avez parlé déjà de décentralisation en Suisse, par exemple, et c'est très bien, parce que nous, on a une tendance à avoir tout ça qui nous descend du haut, hein, d'une manière descendante, centralisée. Et vous parlez d'éducation populaire, d'invention, etc. C'est vrai que les citoyens, on les considère un peu comme des idiots. Donc on leur impose telle et telle technologie. Et vous avez remarqué que quand ils contestent, c'est pas si facile, c'est pas entendu. Et donc je trouve un intérêt dans tout ce type de démarche d'éducation populaire, en quelque sorte, hein, par des techniciens. Hein, d'essayer de trouver des voies qui ne sont pas toujours parachutées en haut par les grands intérêts capitalistes, comme ils diraient. Voilà. Donc, je pense que c'est un peu ce que vous faites. Et à chaque fois, il y a une histoire de taille. C'est-à-dire que là, comme le disait Sylvain, on est en train de travailler sur un livre qui va s'appeler, alors je ne sais pas, Paléo-éolienne ou je ne sais pas comment, il n'y a pas de titre encore, mais il est écrit. On est en train de faire, comme on a fait dans Rétrofutur, écrire des gens qui travaillent sur ces questions-là. Et l'idée, c'est parce que du coup, il y a des gens qui disent bah, les éoliennes, ça marche pas, c'est pas bien, c'est trop grand, etc. Et puis, en fait, il y a différents contextes. En fait, c'est sûr que si on fait des éoliennes à 1 million d'euros qui font 200 mètres de haut et qui sont gérées par des fonds de pension américains, c'est pas terrible. Mais en fait, si on fait de l'éolien citoyen, participatif, réparable, qui fait bosser des entreprises françaises, c'est quand même un petit peu mieux. Et puis, nous, c'est ça qu'on veut rétablir. On n'est pas pour ou contre l'éolien, en fait. On n'est pas pour ou contre un truc. Il y a à chaque fois des contextes, en fait, et des vigilances à avoir, y compris sur l'énergie nucléaire, voilà, dont, a priori, on aurait vraiment du mal à se passer et on prendrait trop de risques si on s'en séparait trop rapidement et en faisant n'importe comment. Je pense qu'il ne faut pas faire ça, mais je pense qu'il ne faut pas non plus trop ne pas être vigilant sur ce qui se passe en termes de sous-traitance, en termes
de documentation, en termes de nouveaux projets qui dépassent et explosent les budgets. En termes aussi de transmission du savoir, en fait, parce qu'on comprend bien que chez EDF, il y a eu une rupture à un moment donné et qu'ils ne savent plus trop faire des centrales nucléaires. Donc c'est des systèmes complexes. Il faut avoir une vision critique aussi. Il faut avoir des débats citoyens. Et Sylvain me disait que sur le nucléaire, ou en tout cas tu me disais qu'au-dessus de 300 millions d'euros, en fait, on est obligé de faire des consultations citoyennes. Et ça, c'est intéressant. Un débat public, effectivement. Un débat public. Mais de toute façon, le débat, en termes de projection pour l'année prochaine, l'année 2022 va être très riche sur le plan énergétique. Parce qu'Emmanuel Macron a lancé, souhaite relancer le programme électronucléaire en France, sauf qu'il va ça va devoir passer par un débat public. Ça, c'est certain, parce qu'en 2018, il y a eu un débat public autour de l'énergie. En vue de la programmation pluriannuelle de l'énergie qui était la PPE, on a volontairement pas mis dans le package examiné le nucléaire. On s'est uniquement concentré sur les énergies renouvelables. Sauf que si on souhaite relancer un programme nucléaire, donc des EPR, on va devoir passer par le débat public et donc par la consultation citoyenne. Moi, j'aurais juste pour rebondir effectivement sur ces limites de la démocratie technique, de la démocratie énergétique. C'est effectivement ce qui s'est passé avec la Convention citoyenne pour le climat, où à l'époque, Emmanuel Macron, à la suite du mouvement des Gilets jaunes, avait souhaité lancer une sorte de convention citoyenne pour interroger finalement le devenir de la France, vraiment dans une vision la plus transversale et multifactorielle possible, multisectorielle possible. Et cette assemblée, cette communauté avait plutôt mis un regard négatif ou du moins critique par rapport à la 5G. Il faut savoir que ce rapport qui a été mis, cet avis a été totalement oublié, a été mis dans le placard par le président de la République. Donc ça pose aussi les outils qu'on a à notre disposition pour aussi proposer des alternatives, voire même des contre-projets. Et là, effectivement, ça pose la question des outils à notre disposition, des outils de mobilisation, voire même des outils d'action publique. Certes, il existe du débat public avec toutes les limites qu'il peut avoir. Il y a 2 semaines, j'ai fait intervenir Mme Chantal Joanneau, qui est la présidente nationale du débat public à Bordeaux, avec les 2 présidents qui sont en charge des 2 débats publics au Riséo et l'éolien en mer au large de La Rochelle. Et effectivement, on va vers de plus en plus de projets, notamment autour des énergies renouvelables, et ça pose aussi la capacité même financière à pouvoir suivre de manière construite, de manière rationnelle, de manière scientifique, les débats publics qu'ils vont avoir dans les prochains mois et les prochaines années. Avec toute incertitude qui pèse actuellement autour de l'avenir de la Commission nationale du débat public. Très bien, merci beaucoup, merci à tous les deux, c'était extrêmement riche, très vivant. Merci à vous. Et puis merci à vous pour toutes vos questions et puis votre écoute très attentive. Voilà, écoutez, donc pour la suite des programmes de rencontres, c'est sur le site du CNAM Pays de la Loire, sur la page de Goût de l'avenir, et puis également dans la programmation du lieu unique, dans le fascicule Labo Utile. Il y a déjà 3 conférences qui sont annoncées. Mais il y en aura d'autres. Voilà. Écoutez, bonne soirée, bonne fin d'année et puis à bientôt.